Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur ma langue maternelle, dans ma langue maternelle. Pour vous mettre en contexte, au fil du temps, j'ai découvert que certains d'entre vous étiez intéressés à apprendre ma langue maternelle, le français. Alors aujourd'hui, pour une vidéo, j'ai décidé de vous apprendre des faits étranges sur ma langue maternelle, le français. Aussi, si vous ne parlez pas français, ne vous en faites pas car je vais aussi inclure des sous-titres en anglais tout au long de cette vidéo pour que vous puissiez suivre et sans être trop perdu dans la traduction. Alors, commençons. Mais avant de commencer, je voudrais vous rappeler de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Alors, sans plus attendre, commençons! Alors, pour commencer, les verbes en français peuvent être un peu effrayants, comme lorsqu'on commence à apprendre n'importe quelle langue. Toutefois, ce qui distingue le français de la plupart des autres langues sont les lettres muettes. Je sais que la plupart d'entre vous apprécient beaucoup les lettres muettes et je vais en donner quelques exemples dans cette vidéo. On va prendre le verbe faire, par exemple, en anglais, qui est to do. Il se conjugue ainsi aux trois premières personnes du singulier. Je fais, tu fais, il, elle fait. Et au pluriel, nous avons nous faisons, vous faites, ils, elles font. Alors, comme vous pouvez le voir, aux trois premières personnes singuliers, on prononce la forme conjuguée fait. Même si ça s'écrit F-A-I-S et F-A-I-T. On ne prononce pas fesse et fête. Facile, non? Ça se prononce pareil. Mais c'est sûr, par exemple, que si vous apprenez le français à l'école, vous devez apprendre à distinguer les trois formes différentes pour savoir comment les rédiger correctement sans faire de faute d'orthographe. Et cela, ça peut rendre les choses beaucoup plus compliquées. Puis le même phénomène, il se produit aussi dans d'autres verbes, pas juste le verbe faire. On va juste prendre un exemple rapide de même ici, là. Je suis, ça va, mais tu es, you are, il, elle, est. He, she, it, is. So, bonne chance! Le deuxième point dont j'aimerais discuter, c'est l'usage des pronoms. Au cas où vous ne l'avez pas déjà remarqué pour les autres locuteurs des langues romanes, en français, l'usage des pronoms est obligatoire. Je sais qu'il y a d'autres langues comme l'espagnol, le portugais, l'italien, le catalan aussi, dans lesquels les pronoms sont pas obligatoires parce qu'ils ont déjà une terminaison qui indique à qui on fait référence. Mais en français, on n'a pas ce luxe-là malheureusement. Grâce aux célèbres et fameuses lettres muettes, c'est vraiment difficile de savoir qui fait l'action si on n'inclut pas le pronom. Par exemple, si on avait aime, aimons, aimer, aime, mais pour aimons et aimer, ça serait pas compliqué, mais pour aime, ça serait vraiment plus compliqué. Alors, l'usage des français, désolé, l'usage des pronoms en français est obligatoire pour le mettre en meilleure perspective. Là. En français, pour mettre les pronoms. On n'a pas ça, malheureusement, même si on aimerait ça des fois. Maintenant, on va parler du troisième point, qui est quelque chose que même moi j'avais de la misère quand j'étais jeune. C'est les H aspirés et les H muets. C'est normal si vous avez de la misère à les différencier, comme je dis, parce que même moi, quand j'étais jeune, j'avais de la misère à les différencier. Au début, je savais pas à quoi ça servait de savoir quel type de H était utilisé dans un mot, parce que un H est un H, comme on dit, là. Mais en grandissant, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une utilité à savoir pourquoi c'était un H aspiré ou un H muet. La principale différence, puis d'après moi c'est aussi la seule différence, c'est que ça joue un rôle dans le déterminant utilisé dans le fond. Puis je vais vous expliquer un peu pourquoi. Genre, dans le fond, si le H est muet, il faut contracter l'article avec le mot.
Puis un exemple rapide, ça serait comme l'horloge, the clock en anglais. Et si le H est aspiré, on peut malheureusement pas le contracter. Et faut mettre le déterminant ou l'article séparé du mot. Par exemple, le mot en français pour Hungarian, le hongrois. Et pour finir la vidéo, il y a un dernier point dont j'aimerais discuter avec vous. Ce dernier point-là, c'était quand même devenu un meme populaire sur Internet récemment. Je pense que c'est originaire de TikTok dans le fond, mais je m'en rappelle plus. Mais c'était tellement drôle que même moi, un locuteur natif du français, j'en ai ri, là, puis je pouvais pas m'en empêcher. C'était trop plus fort que moi dans le fond. Puis je parle des mots en français qui ont une signification complètement différente, même s'ils ont la même prononciation qu'un autre mot en français. Si vous avez pas vu le meme, je suis pas mal sûr que ça n'a aucun sens pour vous, puis encore moins si vous parlez pas français, parce que pour savoir, pour avoir un exemple pour savoir de quoi qu'on parle dans le fond. Alors, étant donné qu'il y a sûrement quelques-uns d'entre vous qui ignorent de quoi je parle, je vais vous donner quelques exemples de mots en français qui se prononcent pareil comme d'autres, avec la traduction en anglais pour vous dire qu'ils n'ont aucun lien les uns avec les autres. Êtes-vous prêts? 100, meaning blood. 100 without. 100, 100. Déjà là, ça va quand même... ça n'a tellement pas rapport ces liens-là. Et si vous en voulez un autre, je vais vous en donner un autre. Temps, meaning time. Temps, stretch. Temps, so much. Par exemple, je t'aime tant, I love you so much. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous l'avez trouvé utile si vous voulez apprendre le français. Et j'espère qu'on va se revoir dans une prochaine vidéo. Salut!